Bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sylvain Waserman, je viens d'Alsace, comme vous en rendrez compte lors de l'animation de cette table ronde. Je suis très heureux d'animer cette table ronde sur un sujet majeur, de l'égalité des chances. Alors, rappelons-nous que les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. La question de beaucoup de politiques publiques, c'est comment donner la même chance à tout le monde, comment beaucoup parlent d'inégalité juste, c'est-à-dire fondée sur l'engagement de chacun, sur les talents de chacun, et pas sur la catégorie socio-professionnelle de vos parents, sur votre origine ou sur votre condition sociale. Nous avons des invités de marque pour aborder ce sujet, et nous allons commencer, si vous le voulez bien, par le commencement. Et le commencement, c'est l'éducation. Alors nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Elimas. Alors Nathalie, vous la connaissez, elle a commencé sa carrière dans les RH, je crois. Elle a été conseillère régionale d'Île-de-France, députée du Val-d'Oise en 2017. Elle est aujourd'hui secrétaire d'État sur l'éducation prioritaire. Nathalie, j'aimerais commencer par une question assez simple. Dans ma circonscription, il y a des quartiers prioritaires politiques de la ville, notamment au Neuhof. Et j'étais avec une enseignante de classe de CP qui me disait « Écoutez, monsieur le député, c'est facile. » On parlait des 12 enfants par classe et on essayait de faire un peu un retour d'expérience. Elle me disait « C'est facile. On a 4 classes de CP. Jusqu'à présent, on avait 4 à 5 enfants par classe qui n'étaient pas rentrés dans la lecture à la fin du CP. Autant vous dire que le reste de leur cursus était un peu compromis. Aujourd'hui, on n'en a plus que 1 sur les 4 classes. Ça veut dire, dans ma petite école de Neuhof qui a 4 classes de CP, 20 enfants à qui on redonne une chance supplémentaire. Alors, chère Nathalie, le dédoublement des classes, est-ce que c'est pas finalement une réforme absolument fondamentale de ce quinquennat sur lequel il faut revenir? Merci Sylvain, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Alors, vous savez, je suis très à cheval sur l'égalité entre les femmes et les hommes, etc. Et je note quand même que sur une table ronde pour l'égalité des chances, il n'y a qu'un homme. Je dis ça comme ça. Donc, merci, grand merci à toi Patrick, merci Sylvain. Le dédoublement des classes, pour moi, c'est probablement la plus belle mesure d'égalité des chances. Elle a été portée par ce quinquennat, elle a été évidemment mise en place par notre ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui discutera avec nous tout à l'heure, Jean-Michel Blanquer. On a dédoublé 100% des classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire et on voit déjà très concrètement les résultats parce que ces premières cohortes de 2017 sont aujourd'hui en fin d'école élémentaire et on voit que l'objectif a été atteint. L'objectif, c'était de permettre à ces enfants de petites classes dans les quartiers, mais pas exclusivement, parce que l'éducation prioritaire, c'est pas que le quartier politique de la ville, c'est pas que le quartier urbain, c'est aussi la petite ville, c'est la zone rurale, c'est en Savoie, par exemple, chez Patrick, la montagne, bref, l'éducation prioritaire, c'est partout. Et c'est permettre à ces enfants qui ne sont pas tous alignés sur la ligne de départ, eh bien d'avoir toutes les chances de s'engager dans leur poursuite d'études en sachant correctement maîtriser les fondamentaux qui sont lire, écrire, compter et maintenant respecter autrui. Donc on a dédoublé toutes ces classes, on est en train de dédoubler les classes de grande section et pour faire beaucoup de terrain, pour aller partout dans les écoles toutes les semaines, je peux vous dire que c'est un plébiscite. C'est un plébiscite des parents qui mettent leurs enfants à l'école en confiance. C'est un plébiscite des professeurs qui nous disent que dans les classes, désormais, il n'y a plus d'enfants invisibles. Quand on a 12 enfants, 14 enfants devant soi, à qui on apprend à lire et à écrire, on est capable de travailler individuellement avec chacun d'entre eux. Et puis les enfants sont sereins, ils sont contents d'être à l'école, et donc c'est une très très belle mesure, je le disais. Mais il y en a d'autres, bien évidemment. J'ai la charge de l'éducation prioritaire. C'est un secrétariat d'État qui a été créé l'année dernière, première sous la Ve République, ça n'existait pas auparavant. C'est dire la volonté très forte et de Jean-Michel Blanquer et évidemment du président de la République de pouvoir actionner tous les leviers en faveur de l'égalité des chances. L'égalité des chances pour nos enfants, c'est bien sûr lutter contre les inégalités éducatives, c'est lutter contre les inégalités sociales et c'est aussi lutter contre les inégalités territoriales. Alors je ne vais pas vous faire un catalogue, d'abord on n'a pas le temps, je crois que je n'ai que 5 minutes de temps de parole. Et Sylvain est très, très réglementaire. Mais donc je vais plutôt vous parler d'expérience de terrain. Je viens de vous parler des dédoublements de classes. Et encore une fois, c'est un plébiscite dans toutes les écoles.
Vous le savez, j'étais précédemment députée. J'ai là d'ailleurs mon ancien président de groupe. J'étais membre de la commission des affaires sociales et c'est une fibre chez moi qui est très développée. Et donc, quand je suis arrivée au secrétariat d'État, j'ai voulu impulser très fort une politique sociale au sein du ministère de l'Éducation nationale. Et je me suis battue, vraiment je me suis battue pour remettre en place les petits déjeuners gratuits à l'école. C'est aussi une mesure d'égalité des chances. Et quand je dis que je me suis battue, c'est que quand je suis allée porter mon dossier au plus haut niveau, on m'a dit, bon, attention, hein, l'assistanat, voilà. Sauf que, encore une fois, je vais vous parler d'expérience de terrain. Quand vous allez dans le Nord, je ne dirais pas où, dans une petite école qui cumule toutes les difficultés, la précarité, les difficultés sociales, les difficultés économiques, les addictions parfois, des violences intrafamiliales, et que la directrice d'école vous dit, vous savez, Madame la Ministre, je ne devrais pas le dire, mais je le fais quand même, ici, dans mon école, il y a des enfants qui, avant d'arriver le matin, se lèvent plus tôt et font les poubelles pour aller manger. Eh bien là, je peux vous dire que je suis très contente d'avoir remis en place les petits déjeuners gratuits à l'école, et ce n'est pas de l'assistanat. Voilà. C'est une belle mesure d'égalité des chances. Ça vaut, je parlais du Nord, mais quant à Mayotte, un chef d'établissement me dit au collège, il n'y a pas de cantine, c'est pas possible, les enfants ne mangent pas. Eh bien, on est content de distribuer des petits déjeuners gratuits à l'école. Voilà, typiquement ce que je voulais vous dire. Et il y a tant d'autres mesures. Je pensais aussi vous parler de nos internats d'excellence, par exemple, qui permettent à nos jeunes, en collège ou en lycée, d'accéder à un cadre bienveillant, à un enseignement très qualitatif. Ça leur permet d'être parfois extraits d'un milieu social qui est complexe. Ça permet à nos jeunes qui sont en milieu rural eh bien, de rêver, d'anticiper, de se projeter dans leur poursuite d'études, parce que parfois, quand on est collégien ou lycéen dans un village, qu'il n'y a pas de carte de formation adaptée à côté, qu'il faut des heures pour aller à l'école, pour aller au collège, etc., eh bien, on a un petit peu tendance à se refermer. Et ça, on l'a fait, on a labellisé bon nombre d'internats d'excellence. Et là encore, j'étais dans l'Est récemment, dans un internat. J'avais devant moi 5 jeunes, dont un qui me disait « Je suis très heureux d'être là parce que j'ai fait une sortie de route. J'avais arrêté les études, j'avais plus envie d'aller à l'école, j'étais en train de basculer dans la délinquance. Et puis, on m'a proposé de venir dans un internat d'excellence. Aujourd'hui, je suis très contente d'être là. J'ai repris mes études et j'ai même remonté mes moyennes. Voilà. Donc, autant de leviers d'égalité des chances qu'il faut absolument instaurer et réinstaurer à l'école. On l'a fait avec Jean-Michel Blanquer avec beaucoup de conviction, beaucoup d'ambition, parce qu'on a énormément d'ambition pour nos jeunes. Et effectivement, c'est là, c'est le terreau. Je te disais, ils ne sont pas tous sur la même ligne au départ, mais notre ambition, c'est de faire en sorte qu'ils arrivent tous sur la ligne d'arrivée, quelle que soit la ligne d'arrivée. Parce que poursuivre ses études, c'est pas forcément faire une grande école ou aller à l'université. C'est peut-être aussi s'engager dans un parcours de formation. Et là encore, on a permis à bon nombre de jeunes d'entrer dans l'apprentissage. C'est peut-être vouloir devenir boucher ou travailler je ne sais où, dans un métier manuel. Peu importe, l'essentiel, et c'est vraiment ce que l'on a construit, notamment, tu le disais, c'est le point de départ, c'est le dédoublement des classes, eh bien c'est d'asseoir ces enfants sur des fondamentaux, leur apprendre à lire, à écrire, à compter correctement, leur donner les valeurs, et puis en plus, si on peut leur permettre d'arriver à l'école le ventre vide, eh bien ils remplissent beaucoup plus vite leur tête. Le ventre plein. Merci. On avait compris. Merci beaucoup. Alors, on va prendre les interventions de 5 minutes chacun, et puis après, évidemment, on aura une possibilité de poser des questions et des réponses, et d'avoir des réponses. Juste pour l'anecdote, quand Nathalie est venue à Strasbourg, il y a une famille, une maman qui est venue me voir et qui m'a dit « J'ai un message que je voudrais que vous transmettiez à la ministre ». Elle avait 2 enfants. Son premier avait été avant le dispositif de dédoublement dans une classe avec voilà, je sais pas, 28 élèves. Et le second était dans une classe à 12 élèves. Il se trouve que le second avait un léger handicap. Et elle m'a dit, l'enseignant l'a repéré la première semaine. Ils ont mis un dispositif en place. Si ça avait été mon aîné, je suis sûr qu'il serait passé à côté. Et donc, voilà, à chaque témoignage comme ça, on se dit que la politique, ça sert à quelque chose et les actions humaines sont absolument fondamentales. Merci beaucoup, Nathalie. Alors,
Nous allons passer maintenant à Ilana Sicurel. Vous êtes députée européenne, déléguée chargée de l'éducation au Burex de l'AREM en 2017. En 2018, vous lancez le collectif « Je m'engage pour l'école ». Et ce qui m'a beaucoup intéressé en tant qu'Alsacien, donc frontalier, c'est que vous avez écrit un rapport, et j'ai relu 3 fois, mais c'est bien, « Mobilité et partenariat européen, un enjeu pour la transformation du système éducatif français ». Et pour avoir vu l'impact des échanges entre des classes allemandes et des classes françaises en Alsace, chez nous, je ne peux qu'adhérer à cette nécessité pour nous de nous bousculer un peu dans nos habitudes et de s'ouvrir à des expériences différentes. Je vous laisse la parole, Ilana. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, et puis merci de cet accueil. Je suis, en tant que députée européenne, l'AREM, mais membre de Renaissance, et ayant d'ailleurs le goût de cette maison commune qui nous attend. Nous, c'est notre quotidien. Et je dois dire que c'est un vrai plaisir de travailler, notamment avec Sylvie, qui est une amie et une complice de tous les combats. Et je crois que ça doit nous rendre optimistes. Voilà, c'était un petit préambule. Écoutez, je crois que toutes et tous, autant que nous sommes ici, nous sommes des engagés. Sinon, nous ne serions pas là. Et avant d'être des engagés, nous sommes des indignés, forcément. Et dans l'indignation qui, moi, personnellement, m'a mise en mouvement, m'a mise en marche, plus exactement, il y a l'indignation devant le recul de l'égalité des chances dans notre pays, qui se résume dans 2 données factuelles qui sont très frappantes. La première, c'est que 20% des élèves de notre pays quittent le CM2 sans savoir lire, écrire, compter. Ça, c'était avant, évidemment, tout ce que nous avons mis en place, mais c'est une donnée. Et la deuxième, c'est que nous portons une très triste médaille. Selon PISA, nous sommes parmi les pays où les déterminismes sociaux pèsent le plus lourd sur le parcours scolaire des enfants. Nous sommes tout simplement les champions. Dans le pays de Jules Ferry, c'est pour moi quelque chose auquel je pense quasiment tous les matins. C'est le moteur de mon engagement. Et je crois, et ça vient d'être rappelé, et je veux rendre hommage évidemment à l'action de Jean-Michel Blanquer et à celle de Nathalie, que nous devons collectivement être très fiers de ce que nous avons fait, et notamment le dédoublement des classes en grande section, puisque ça commence maintenant en CP et en CE1. Je crois que les résultats sont là, et je crois que ça a aussi été un révélateur. Un révélateur de quoi, et ça doit aussi nous rendre optimistes, c'est que notre pays est encore un pays qui a la passion de l'égalité. 80%, plus de 80% de nos concitoyens sont très favorables à cette mesure, et ils sont très loin d'être 80% à en bénéficier. Donc on voit bien que c'est encore la passion de l'égalité qui est un moteur. Et moi, ce dont je voulais vous parler ce matin, c'est que cette passion de l'égalité, eh bien, je sens qu'elle est en train de s'installer au niveau européen. Comme vous le savez, l'éducation n'est pas une compétence européenne, c'est ce qu'on appelle une compétence de soutien, et elle avait parfois tendance à ne pas être considérée comme absolument primordiale dans le projet européen. C'est en train de changer, c'est vrai que le Covid est passé par là, et de plus en plus ce que je ressens, et c'est aussi vrai pour la formation et éducation vont de pair, eh bien, de plus en plus, elle est perçue au niveau européen comme un enjeu stratégique. Un enjeu stratégique, et je vais vous donner un exemple. Pour la première fois de l'histoire de l'Union, il y a eu une réunion des ministres européens de l'éducation et des ministres européens des finances autour de la question de l'éducation comme investissement. Et avec des économistes très sérieux qui travaillent sur la question de savoir, eh bien, justement, qui cherchent à mesurer de manière très scientifique que quand vous investissez dans l'éducation, eh bien, vous produisez de la richesse, la compétence est de la richesse, mais vous faites faire aussi à vos pays des économies absolument massives en termes de chômage, en termes de santé, en termes de sécurité. Donc ça, c'est un changement de paradigme qui est en train de s'installer et qui fait que l'éducation est en train de devenir un enjeu stratégique, et je crois que toutes et tous, nous devons pousser cette tendance. Alors, je vais en donner quelques exemples. Il y a bien sûr le doublement, le quasi-doublement d'Erasmus, c'est-à-dire des moyens supplémentaires. Il y a cette année qui va être l'année 2022, l'année de la jeunesse, comme ça a été annoncé par Ursula von der Leyen dans son discours sur l'état de l'Union. C'est évidemment décidé en bonne intelligence avec le président Macron, et ça annonce aussi un engagement très fort sur la jeunesse. En faveur de la jeunesse, il y a eu aussi quelque chose qui est passé un peu inaperçu, c'est l'annonce du projet ALMA, qui en parallèle d'Erasmus va être un projet de mobilité pour les jeunes qui sont dits NEET, c'est-à-dire qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en éducation.
Et eux vont aussi avoir des moyens de faire cette expérience européenne. Donc tout ça, ce sont des signaux extrêmement favorables. Le doublement d'Erasmus, c'est très bien, mais il y a une priorité que nous portons au Parlement européen, c'est que ces moyens démultipliés, ils aillent d'abord et avant tout vers la jeunesse qui est éloignée de l'Europe. Car très souvent, la jeunesse éloignée de l'Europe, elle est aussi éloignée de la réussite. Et c'est pour ça que nous sommes tellement attachés à développer la mobilité des apprentis. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure, et moi, je voulais partager avec vous une très bonne nouvelle. Petit point technique, vous savez, quand vous avez un vote au Parlement européen, vous avez des compromis entre groupes politiques. Eh bien, nous avons décidé de faire rentrer dans le texte qui va être voté à la fin de l'année sur l'espace européen de l'éducation l'objectif de voter un statut européen de l'apprenti en mobilité pour pouvoir enfin trouver des solutions à tous les freins à ces mobilités des apprentis. Alors pour terminer, je vais dire un mot de ma mission, la mission qui m'a été confiée par Jean-Michel Blanquer et Clément Beaune. Et là encore, l'objectif, c'était de toucher toute notre jeunesse. Et j'ai trouvé 2 leviers. Le premier levier, c'est de passer par les professeurs, et notamment les futurs professeurs. Et il a été décidé, dès cette rentrée, que tous les futurs professeurs, et progressivement ça va concerner toute une cohorte, auront une expérience pendant leur formation, feront un stage dans un pays européen. Et ensuite, ils auront aussi un module Europe qui va les initier à toutes les bonnes pratiques européennes, à tout ce que peut apporter cette pratique. Donc on va avoir une nouvelle génération de professeurs qui va arriver dans le système avec cette culture européenne. Et le deuxième levier fondamental, c'est 100% de jumelage, c'est-à-dire le jumelage pour tous les établissements français. Aujourd'hui, on est à 48%. On veut arriver en 2022 à 100%. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'élus dans la salle, on a besoin de vous. On a une vraie stratégie qui est proposée dans ce rapport, qui sera rendu d'ailleurs public cette semaine, et sur le site de l'Éducation nationale. Et l'idée, c'est vraiment de travailler par bassin de vie, c'est-à-dire vraiment d'avoir en tête justement la ruralité, les zones enclavées, les zones prioritaires. Donc ça, c'est très important, et je veux terminer là-dessus. C'est que ce dont je suis heureuse, c'est que je sens que j'ai contribué par cette mission, mais je crois que nous allons tous contribuer à notre manière, de faire de l'Europe un élément d'évaluation des écoles. Un bon établissement scolaire, un établissement qui est en pleine vitalité, il est ouvert sur l'Europe. Et il y a un enjeu pour l'égalité des chances, et ça j'en terminerai par là, c'est quelque chose que je vois, je suis une députée européenne de terrain, je passe beaucoup de temps dans les écoles. Dès que vous mettez de l'Europe, eh bien vous récupérez d'abord des équipes et pédagogiques qui travaillent ensemble. On sait que c'est l'une des grandes faiblesses en France. Elles travaillent tout d'un coup en projet, forcément. Ensuite, vous avez des jeunes qui reprennent confiance. L'horizon s'élargit, évidemment. Vous avez et vous avez un apaisement du climat scolaire, ça nous a été dit par tous les chefs d'établissement, dans les zones les plus difficiles. Donc l'Europe, oui, c'est une clé, d'abord parce qu'il y a beaucoup de fonds européens, on pourra peut-être en reparler à travers les questions, mais c'est une clé aussi de transformation, aussi pour l'égalité des chances. Nous devons enfin nous saisir de ce trésor pédagogique qui est cette diversité pédagogique de l'Europe, dont nous n'avons jamais pour l'instant été capables vraiment de nous emparer. Et il y a aujourd'hui, notamment à travers les académies européennes des professeurs, des moyens de le faire. Donc je suis ravie de cette table ronde, et je vous invite, je sais que nous avons un beau chemin à faire ensemble. L'éducation, j'en suis convaincue, aura un rôle structurant dans la campagne, et je crois que nous sommes les seuls, face aux Cassandres qui ne savent que capitaliser sur les peurs des Français, nous sommes les seuls à pouvoir écrire un chemin d'espérance, et je serai ravie d'y travailler avec vous. Merci beaucoup pour ces belles paroles. Donc rendez-vous est pris pour la lecture de votre rapport publié donc cette semaine. Vous parlez d'exemples d'autres pays européens. Vous avez abordé la thématique de l'apprentissage. Donc les enfants grandissent. Après l'égalité des chances à l'école, il y a l'égalité des chances dans l'acquisition des compétences, dans leur parcours de vie. J'aimerais vous dire, vous parlez en 2 mots de l'apprentissage. Ça a été un point abordé par plusieurs d'entre vous. Je vous rappelle quand même les chiffres. En Alsace, on avait toujours tendance à dire que l'apprentissage en Allemagne était beaucoup plus performant qu'il ne l'était en France. Au début de ce mandat, on a fait une réforme qui, globalement, sans rentrer dans les détails, donne plus de poids aux entreprises pour choisir dans quel secteur économique, dans quelle activité il faut former combien de jeunes. Le résultat est là. 280 000 jeunes en apprentissage la dernière année du quinquennat Hollande, 520 000 jeunes aujourd'hui.
Donc ça, c'est concret, c'est clair, c'est l'impact direct d'une réforme qui met fin à 20 ans pendant lesquels on a entendu sans relâche expliquer qu'il fallait faire enfin réussir l'apprentissage en France. Ça, c'est un point majeur. Alors, on va passer la parole sur ça et sur d'autres thématiques d'acquisition des compétences à Caroline Seller. Donc, on est très heureux de vous accueillir. Vous avez été à l'origine formée en droit social, vous avez dirigé des activités sur les politiques de l'emploi, de formation, d'orientation, vous avez accompagné beaucoup de missions en la matière, et vous êtes, depuis fin d'année dernière, haut commissaire aux compétences. Alors, j'ai trouvé une citation que je trouve très belle, que je partage avec vous, qui est de dire que votre objectif est la définition de l'égalité des chances pour vous, en tout cas une partie, c'est de redonner par la formation professionnelle à chacun le pouvoir d'agir sur sa trajectoire professionnelle et personnelle. Et finalement, c'est une très belle façon de dire les choses. Et n'oublions pas que le président de la République avait donné comme feuille de route d'aller chercher ceux qui pensent que la formation n'est pas pour eux. Alors Karine, merci beaucoup d'être là. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci de l'invitation et aussi de me permettre d'échanger avec vous sur ce thème qui me tient effectivement beaucoup à cœur. Donc moi, j'ai l'immense responsabilité de mettre en place le plan d'investissement dans les compétences, qui est un plan qui a été voulu par le président de la République au début du quinquennat, qui est un plan de 15 milliards d'euros sur les 5 ans, pour permettre à ceux qui sont peut-être les oubliés du système d'accéder à la formation et donc à l'égalité des chances et à la capacité de peser sur leur parcours et de retrouver leur pouvoir d'agir. C'est donc un plan qui vise à former sur l'ensemble du quinquennat 2 millions de jeunes sans qualification et de demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés pour leur permettre de se projeter vers l'avenir et trouver un emploi. Donc c'est 2 millions, enfin grosso modo on va quasiment sur le quinquennat doubler le nombre de personnes à la recherche d'emploi qui se forment. C'est un objectif très ambitieux et effectivement ce quinquennat aura fait en matière d'égalité des chances des actions très fortes qui sont pas que symboliques et dont on pensait, parce que moi ça fait effectivement longtemps que je m'intéresse à ces sujets, que c'était impossible. Imaginez 5 ans en arrière l'idée de dire on va dédoubler les classes dans les quartiers prioritaires de la ville en CP, enfin, tout le monde aurait pensé que c'était impossible et on l'a fait. On a effectivement plus que multiplié par 2 le nombre de jeunes en apprentissage et on va quasiment doubler le nombre de demandeurs d'emploi qui se forment. Grosso modo, avant le quinquennat, il y avait à peu près de l'ordre de 10% de chômeurs qui se formaient, 1 sur 10. On a fait un bilan mi-parcours qui a un peu plus d'1 an maintenant, on était à 16% et on va être à 18% en fin d'année, on va continuer à progresser. Donc on est quasiment en train de doubler le nombre de demandeurs d'emploi qui se forment. Derrière ces chiffres, ce n'est pas simplement des statistiques, ce sont des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, qui sont souvent sortis tôt du système scolaire, donc peu qualifiés ou qui retrouvent la dignité. Ce sont des femmes qui étaient en situation d'illettrisme, qui expliquent que grâce à la formation qu'elles ont eue, ont retrouvé la dignité, enfin c'est plus que la dignité, c'est la capacité d'accompagner leurs propres enfants dans leurs devoirs scolaires. Voilà. Et donc on pourrait citer beaucoup d'exemples qui sont extrêmement touchants, mais surtout qui sont porteurs d'avenir parce qu'on est en train de donner à ces personnes, encore une fois, ça sera plus de 2 millions de personnes supplémentaires à qui on va donner pendant le quinquennat la capacité d'agir. Moi, j'ai tendance à dire, pourquoi on a choisi c'était quoi la volonté du plan d'investissement dans les compétences? C'était d'arroser là où c'est pas déjà mouillé. Et ça c'est vraiment la question de l'égalité des chances. En matière de formation professionnelle, grosso modo, notre système formait ceux qui sont déjà qualifiés, pour lesquels l'idée de se projeter dans l'avenir et de se remettre... on peut se remettre en question quand on a déjà un bagage culturel, social, éducatif. Vous et moi, enfin en tout cas, l'idée qu'on va refaire une formation, ça ne nous remet pas en question. Pour des gens qui ont quitté l'école relativement tôt, c'est une remise en question et c'est quelque chose de très important de pouvoir redonner ce pouvoir et de dire on va arroser là où c'est pas déjà mouillé, on va porter l'effort, une attention particulière sur ces publics vulnérables. Donc voilà, je voulais d'abord vous dire ça parce que d'abord
c'est une grande fierté de porter ce programme. Et surtout, ça change finalement le pouvoir des gens, leur capacité à se projeter. Dans les actions qu'on conduit, alors je ne vais pas évidemment toutes les citer, il y en a de très nombreuses, mais on a notamment une attention particulière pour les publics vulnérables, pour les jeunes sortis sans qualification du système scolaire. On espère d'ailleurs, grâce aux actions de Nathalie notamment, et on voit bien que ça va produire des conséquences, qu'on en aura moins à l'avenir. On a encore aujourd'hui des jeunes sortis sans qualification du système scolaire. On fait un énorme travail de ce qu'on a appelé le repérage des invisibles, pour aller chercher ceux qui sont sortis des radars, ceux qui ne croient plus dans les institutions, ceux qui ne poussent plus la porte de nos services publics, qui ont disparu, pour aller les repérer là où ils sont, avec des associations sportives, parfois en faisant en allant au Resto du Cœur ou dans des lieux de banque alimentaire pour retisser des liens, évidemment dans les bars d'immeubles. Et il y a un énorme travail de repérage des invisibles. On a repéré depuis le début, grâce à un appel à projet qu'on a lancé, plus de 60 000 jeunes. Ce sont 90% des jeunes. La moitié 56% ne sont pas qualifiés, n'ont jamais eu de diplôme. Plus des hommes, c'est 60% des hommes, des jeunes hommes que des filles, mais il y a quand même évidemment beaucoup de filles. Et un quart se déclarent décrocheurs. Donc, et derrière, évidemment, ce repérage, c'est un travail de remobilisation pour les remettre en lien, pour leur proposer ensuite d'aller vers l'apprentissage, vers de la formation, vers du service civique, en fait vers quelque chose qui les remet en mouvement. Mais ce sont aussi des actions à l'égard des adultes. On a notamment une très forte progression du nombre de bénéficiaires du RSA qui se forment. Vous savez qu'on a parlé aussi beaucoup la question pour nous qui est très importante, c'est qu'il faut mettre en mouvement les gens, il faut leur proposer des solutions. Et on est passé de 16% de bénéficiaires du RSA qui se formaient à 24%, donc une progression qui est très importante. Et c'est le double, c'est-à-dire c'est le double de ce qu'ils représentent dans la demande d'emploi. Donc on a vraiment une mise en dynamique qui est très importante. Et puis je voudrais finir d'un mot pour dire que l'égalité des chances, c'est évidemment s'intéresser à ces publics vulnérables, tendre la main, mais là aussi c'est pas de l'assistanat, pour remettre en mouvement, parce que c'est aussi c'est la question de notre cohésion sociale qui est en jeu. Et c'est vraiment essentiel. Mais l'égalité des chances, c'est pas que les plus vulnérables. C'est aussi faire en sorte qu'effectivement, on redonne du pouvoir d'agir, qu'on permette à l'ensemble... On sait qu'on va changer de carrière au cours de sa vie professionnelle, grosso modo 4 à 5 fois. Et donc, la capacité à se former, c'est quelque chose aussi qui doit devenir, sinon banal, parce que se former, c'est jamais un acte banal, en tout cas banalisé. Et moi, je rêve d'un monde, et c'est à ça que nous, on agit, où finalement, l'idée de retourner en formation quand on est adulte n'est pas une remise en question, mais au contraire, un atout, et c'est ça qui donne du pouvoir d'agir. Donc, rendre non pas la formation banale, la formation, c'est jamais banal, mais par contre, la banaliser, c'est faire en sorte que par la validation des acquis de l'expérience, on peut reconnaître ce qu'on a acquis dans la vie associative, dans la vie politique ou dans la vie professionnelle et le faire reconnaître. C'est faire reconnaître ses compétences par les pairs et voilà, faire en sorte que la formation devienne un acte indispensable et rendre les gens fiers finalement de ce qu'ils apprennent au quotidien. Voilà aussi ce que nous sommes en train de construire. Merci beaucoup Karine. Alors après l'école, après l'apprentissage et l'acquisition des compétences, il y a l'accès à l'emploi. Alors, je suis très sensible à cette thématique-là. Pour l'anecdote, j'ai lancé une initiative dans ma circonscription. On accompagne 300 jeunes, qui n'est pas une anecdote, on accompagne 300 jeunes avec 100 coachs bénévoles. En fait, c'est des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir dans leur environnement familial la maman qui est cadre supérieur en entreprise, l'oncle qui peut briefer et donner les codes de l'entreprise, etc., etc. On s'aperçoit en fait que ce coaching marche bien. Pourquoi ? Parce qu'on essaie de compenser cette perte de chance et que ces jeunes ont évidemment beaucoup de valeur, beaucoup d'engagement, beaucoup de réussite. Quand même, en un seul appel, on a eu 55 coachs, on a lancé ça en début d'année, qui ont répondu présent. 55 en un seul appel. On suit 80 jeunes. Le seul critère, c'est trouver un CDI ou un CDD de plus de 6 mois. Il y en a déjà 21 qui ont trouvé. On continue. Mais je crois que ça illustre bien
ça illustre bien cette notion de, même si vous avez le bon diplôme, si vous avez réussi à l'école, vous avez le bon diplôme, vous n'êtes quand même pas sur la même ligne de départ si vous ne connaissez pas les codes de l'entreprise, si vous n'avez pas les réseaux, si vous n'avez pas des gens qui peuvent vous entraîner aux entretiens de recrutement. Et tous ces jeunes étaient évidemment passés par Pôle emploi et les missions locales, mais qui n'ont pas le temps matériel de faire cet accompagnement et cet esprit d'équipe jusqu'à l'objectif de l'emploi. Alors Sylvie, je suis vraiment très heureux que tu sois là. Sylvie est professeure associée à la Kedge Business School, ou a été, présidente de la section Travail et Emploi au Conseil économique, social et environnemental. Et elle est aujourd'hui évidemment députée européenne, extrêmement engagée dans les notions d'emploi et d'accès à l'emploi. Sylvie, on est très heureux que tu sois avec nous. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Écoutez, je voudrais commencer par dire que le sujet que nous traitons, de l'égalité des chances, je pense que c'est un des sujets les plus importants pour toutes les échéances politiques à venir. Vraiment, c'est le sujet majeur. Je pense que le MoDem le porte particulièrement, c'est dans l'ADN de notre parti. J'ai toujours entendu notre président en parler peut-être mieux que quiconque, parce que c'est vraiment dans l'ADN du MoDem. Alors, je voudrais commencer par quelques points. Alors d'abord, ravi de retrouver Ilana, Karine, Patrick bien sûr, et Nathalie, puisque finalement, on travaille tous sur des chaînes, dans la chaîne de cette problématique, à un niveau ou à un autre. Je voudrais quand même commencer par dire, puisque maintenant je suis députée européenne, j'avais été frappée lors d'un débat d'entendre une experte de l'OCDE dire que c'est un vrai sujet en France. On se compare souvent avec l'Allemagne. En France, 40% des personnes qui travaillent se trouvent déclassées, c'est-à-dire surqualifiées par rapport à ce qu'elles font, contre 20% en Allemagne. C'est vraiment une caractéristique en France qui est importante, ce sentiment d'être à la limite surqualifié, pas vraiment à sa place. Donc c'est un vrai sujet chez nous. Qu'est-ce qui se passe, au fond, dans toute cette chaîne sur le marché du travail et l'accès? Alors, on a parlé de l'apprentissage. J'ai eu l'honneur de présider la concertation préalable à la réforme de l'apprentissage. C'était 4 mois de débat et de concertation pour arriver à cette réforme dont, personnellement, je suis très fière. Je pense que c'est une très belle réforme de notre quinquennat. On voit les chiffres. Mais au-delà de ça, c'était vraiment placer aussi le curseur au bon endroit. Là aussi, à l'époque, on faisait déjà des comparatifs avec d'autres pays, Suisse, Allemagne. Il est évident qu'il y a un lien très clair entre le chômage des jeunes, en tout cas l'emploi des jeunes, et la réussite de l'alternance et de l'apprentissage, puisqu'on le voit au niveau des chiffres. Au passage, on s'est amélioré en France sur le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans. On reste quand même assez élevé avec... En 2021, on est à 18,6% de chômage des jeunes. Bon, Allemagne, 6,5%, on a encore un gap, mais Espagne, 37,7%, donc on est quand même... voilà. Et pour une moyenne en Europe de 16%, il faut le dire avec la Covid et la crise pandémique, une augmentation quand même on a plus 300 000 jeunes qui sont en difficulté au chômage. Donc je cite quand même ces chiffres importants. Alors moi, ce que je voulais dire finalement, en résumé, j'avais envie de citer finalement des jeunes eux-mêmes. Parce que j'ai la chance d'abord d'être vice-présidente de la mission locale de Marseille. C'est la plus grande de France, c'est 25 000 jeunes qui sont suivis par an. Alors j'ai toujours tenu à être à la fois à un niveau, c'est vrai, on a la chance d'être au Parlement européen, de travailler sur des textes fondateurs, sur tous les sujets sociaux, emploi, la garantie jeune. Peu savent que c'est un dispositif européen qui a été créé en 2009, la première grande crise financière. Mais les écoles de la deuxième chance, c'est un dispositif européen aussi. Voilà, il y a beaucoup de dispositifs qui sont nés de l'Europe. J'ai la chance de pouvoir être aussi sur le terrain et de voir comment on peut transformer ce que nous concevons parfois à un certain niveau sur le terrain. Alors, je voudrais citer finalement les jeunes parce que sur un premier sujet qui me semble fondamental,
Donc en 2019, j'étais encore présidente de la section Travail et Emploi au CESE, au Conseil économique, social et environnemental, et nous avions fait les premières consultations de citoyens. Vous vous souvenez, on va le faire maintenant au niveau européen. Et on avait eu une saisine dans le cadre du centenaire de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, sur la perception que les jeunes ont de l'avenir du travail. Et donc on avait mené des ateliers, cette forme qui est très intéressante. Et ce qui est ressorti de tous les jeunes, qu'ils soient peu qualifiés, pas qualifiés du tout, ou très qualifiés, qu'un des freins principaux dans leur parcours, c'est les discriminations. Donc ils ont tous mis en avant ce premier sujet, comment on lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient, femmes, hommes, handicap, social. Et donc, c'est vraiment ce qu'ils ont... Et ça m'avait frappé, parce que quel que soit, une fois de plus, leur niveau, y compris même leur origine sociale, c'est vraiment le premier sujet qui les choquait le plus, et où ils disaient, il faut faire quelque chose. Donc ça, je voulais citer cette première chose. Et la deuxième chose que je voudrais citer, 3 points importants, me semble-t-il. J'ai la chance d'avoir en ce moment, donc, dans le bureau parlementaire à Marseille, un jeune en stage qui vient de l'école où j'ai enseigné 9 ans, donc Cage Business School, et qui m'a proposé spontanément un plan qu'il appelle Marseille en jeune, où il trouve qu'il y a 3 points importants pour aller vers la jeunesse et l'égalité des chances. Le premier, on en a beaucoup parlé, c'est l'éducation. Et l'éducation, c'est aussi la rencontre toujours avec un enseignant qui vous a repéré, qui vous a donné. Donc, c'est tout le sujet des exemples. Ça peut être d'autres jeunes qui donnent envie à d'autres, qui ont fait un parcours en apprentissage extraordinaire, qui sont allés en Europe, qui ont eu une mobilité. Et c'est toujours une rencontre à un moment donné qui a fait que, hop, on les a repérés et ils ont envie de faire autre chose. Lui, c'est son cas. Et Massili me dit, ça, c'est vraiment un point important. Et il a voulu le redonner. Il y a les associations. Il travaille lui-même dans une association au niveau de Cage qui s'appelle Phoenix, qui aide des jeunes plus en difficulté à passer des concours, à progresser. Voilà, donc il y a cette solidarité qui est importante. Le deuxième élément qu'il a cité, qu'il trouve majeur, c'est la mobilité. Alors, la mobilité sociale, géographique. Et c'est là où, effectivement, je vois Laurence qui porte le sujet du statut européen de l'apprentissage, qui travaille à fond sur tous ces sujets, avec Ilana également. C'est fondamental parce que c'est offrir, effectivement, cette mobilité, pas uniquement à des jeunes qui sont déjà dans un environnement social qui va faire qu'ils vont avoir cette mobilité. Il y en a plein qui en rêvent. Comme je disais à l'époque, quand j'ai présidé la concertation apprentissage, j'allais beaucoup dans les CFA, on leur parlait de l'Europe, d'une mobilité, des petites étoiles dans les yeux, qu'ils soient en apprentissage, boulangerie, cuisinier. Ah oui, j'aimerais bien aller en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Autriche, quel rêve. Donc ce sujet de la mobilité fondamental, avec donc mon jeune stagiaire, on est en train donc de préparer un groupe, une promotion de corps européen de solidarité pour des jeunes de la mission locale qui jamais n'y auraient pensé et qui du coup vont peut-être pouvoir faire cette mobilité. Et à l'inverse, accueillir un jeune d'Allemagne, d'Autriche, qui va encadrer des jeunes marseillais qui sont en garantie jeune. Donc la mobilité. Et le troisième point important, qui lui, il a mis en avant, la communication. Communiquer aussi avec le langage des jeunes. Donc aller sur les sites qui vont bien. On parle d'Instagram, je suis un peu moins à l'aise sur ces sujets-là, je leur fais confiance, parce que souvent, ils n'ont pas l'idée. On n'a pas les bons supports. C'est l'accès à tout ça. Alors, l'apprentissage, oui, 500 000 apprentis, 40% d'augmentation, c'est génial. Mais on a encore trop de jeunes, de parents qui viennent nous voir un peu désespérés en disant « Mais non, mon gamin, il ne trouve pas. Il ne trouve pas de contrat d'apprentissage. » C'était dur en plus ces 2 dernières années, on le sait tous. Donc, comment on fait ? On développe plein de choses géniales. Et vraiment, je rends hommage à ce gouvernement, au ministère du Travail et tous les ministères qui travaillent là-dessus, parce que c'est vraiment, c'est génial. Un jeune, une solution, enfin tout ce qu'on a fait, c'est génial. Mais il y a encore un manque, il faut encore encourager l'accès. Voilà les 3 points qui me semblent importants. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, il nous reste un intervenant. Alors, vous connaissez tous Patrick Mignola, mais déjà, il faut dire qu'il a réussi l'impossible mission de succéder à Marc Fesneau.
à la tête, à la présidence du groupe parlementaire. Tu l'as magnifiquement réussi, cette mission. Et on a 2 points communs. Je ne sais pas si tu en étais rendu compte. D'abord, tu parles autant de Chambéry que moi je parle d'Alsace. Ça, c'est à peu près le propre de tous les députés. On a tous les 2 été chefs d'entreprise. Et tu vas nous parler d'un sujet qu'on partage dans nos convictions, qui est le sujet, puisque on a parlé de l'école, on a parlé de l'acquisition des compétences, on a parlé de l'accès à l'emploi, mais l'égalité des chances, c'est aussi dans le monde de l'entreprise et dans la façon notamment dont on associe l'ensemble des salariés à la réussite de l'entreprise. Et lorsque j'étais dirigeant d'entreprise, on avait un pacte avec nos actionnaires, 1/3 de la valeur pour les actionnaires sous forme de dividendes, 1/3 de la valeur pour les salariés sous forme de primes, participation au résultat, et 1/3 pour le développement de l'entreprise. C'est un pacte que j'ai eu pendant 8 ans. Évidemment, maintenant, ça a changé. Bon, maintenant, c'est 100% de dividendes. Pour une société publique et une société économique, ça pose question. Mais ces modèles-là, qui considèrent que associer les salariés au succès de l'entreprise, et c'est tout à fait dans l'esprit rhénan, l'esprit ce qu'on appelait à une époque le capitalisme rhénan, mais ce qu'on appelle plutôt le modèle social rhénan, je crois que tu le portes profondément en toi, tu nous en parles souvent, et j'aimerais que tu nous parles de ce sujet si important du monde de l'entreprise. À toi, Patrick. Merci, Sylvain. Tu as parfaitement raison. En fait, je reprendrai volontiers le récit, là où Sylvie vient de le laisser, sur tout ce qui nous reste encore à faire. Parce qu'en fait, quand on parle du sujet du partage de la valeur, c'est un de nos grands engagements, mais pas seulement de cette famille politique. En réalité, c'est l'engagement d'un pays qui a une passion pour l'égalité, il y en a, et pour le juste. C'est-à-dire comment on répartit mieux la valeur qui est créée entre le capital et le travail, dont vous savez tous que depuis une vingtaine d'années, il a évidemment beaucoup augmenté en faveur du capital et beaucoup moins que le travail. Et sans se livrer à un débat de chiffres, on est là au cœur d'une des réconciliations qu'il faut organiser dans le pays. Quand on parle d'égalité des chances, quand on parle de participation et d'intéressement, de comment on reconnaît mieux le travail et l'effort dans les entreprises, au fond, on est exactement au cœur de l'égalité des chances. D'abord parce qu'on est dans la justice sociale. Si on est capable de maintenir un haut niveau de croissance dans ce pays, parce que on saura mieux demain régler la question du recrutement, et qu'on saura mieux intéresser les jeunes qu'aujourd'hui on sort à travers l'apprentissage, la formation professionnelle, à travers l'école, on sait mieux les orienter vers de nouveaux métiers, grâce aussi à des bons niveaux de rémunération, on maintiendra des niveaux de croissance permettant de financer tout le reste. Or, quel est notre sujet ? On ne peut pas continuer à avoir autant de gens, ça a été parfaitement décrit par les intervenants avant moi, autant de gens qui sont éloignés, qui sont sous les radars, Madame la Haut-Commissaire, qui, parce qu'ils n'ont pas le bon nom, parce qu'ils ne sont pas nés au bon endroit, parce qu'ils n'ont pas les relations qu'ont tous les autres, qui seraient condamnés à une forme d'homéostasie de la misère. Il faut au contraire qu'on puisse évidemment les accompagner. Mais cet esprit de justice sociale où on est capable de faire dépasser les états dans lesquels on est né. François le redisait hier au détour d'une phrase, pour faire renaître l'homme dans l'homme. C'est exactement ça l'engagement humaniste. Ça rejoint aussi un sujet d'efficience économique. Parce que le sujet devant lequel on se trouve, vous le voyez bien, on a eu cette formidable chance, je crois qu'on y a contribué par les décisions qu'on y a prises, mais que les Françaises et les Français reviennent après la crise à un haut niveau de croissance. Personne n'imaginait qu'on reviendrait au taux de chômage d'avant la crise. Personne n'imaginait qu'on ferait 7% de croissance exceptionnellement cette année. Mais maintenant, on a immédiatement le problème du recrutement qui se pose. Et évidemment, il faut qu'on y réponde par la réforme de l'assurance chômage, par l'accompagnement de la formation professionnelle, mais disons les choses. On peut faire la réforme de l'assurance chômage. On peut continuer d'avancer beaucoup plus fort en matière de formation professionnelle, mais si on ne paye pas mieux les gens, à un moment, la question de la rémunération, elle va se poser. Parce qu'on parle de sujets qu'on connaît par cœur, sur le BTP, l'hôtellerie, la restauration, on parle des nouveaux métiers, du numérique, des nouvelles technologies,
de la biotech, très bien. Et on va inciter les gens, puisqu'ils changeront 3 ou 4 fois de métier dans leur vie, à aller vers ces métiers-là. Mais si le travail peut être un épanouissement personnel, il y a aussi la capacité à mieux rémunérer ce type d'emploi pour pouvoir attirer des jeunes et des moins jeunes vers ces nouveaux besoins de l'économie. Et là, ça passe effectivement par les combats que nous devons mener maintenant. En matière de participation, il y a évidemment le grand sujet qui sera celui de la prochaine législature, parce que ça ne se monte pas en 2 mois. Il ne faut pas dire aux gens que ce qu'on promet maintenant, on va le réaliser au mois de janvier, ce n'est pas vrai. Et donc, il faudra que la généralisation de la participation à toutes les entreprises, y compris les moins de 50, puisse être le premier objet de 2022, au lendemain, espérons-le, de la réélection du président de la République. Mais là, dès 2022, on pourrait faire un déblocage de la participation dans toutes les entreprises pour que les Français puissent participer eux aussi au plan de relance en leur rendant immédiatement du pouvoir d'achat. Il n'y a rien qui a mieux marché que de la prime Macron. On pourrait doubler cette prime Macron rien qu'en libérant un peu de participation salariée. Et puis en matière d'intéressement, il faut qu'on accompagne les TPE et les PME, permettre que des accords d'intéressement puissent être passés de façon unilatérale, même quand on n'a pas forcément un dialogue social surorganisé, parce que c'est compliqué d'avoir des délégués syndicaux dans des entreprises de 6 salariés. Évidemment, il faut qu'on puisse faire des plans d'intéressement qui sont sur 5 ans, parce que quand on se fixe des objectifs d'évolution, et on pense évidemment à la transition écologique, ça dure plutôt 4 ou 5 ans que 2 ou 3 ans, comme les plans d'intéressement habituels. Et ça, nous allons le porter avec l'ensemble de la majorité présidentielle, je l'espère bien, dès le budget de la sécurité sociale et les prochaines niches parlementaires qui seront portées par les groupes de La République En Marche et du MoDem. Mais, et je terminerai par là, ça va nous servir à 2 choses. Non seulement on remet de la justice sociale, non seulement on fait de l'efficience économique, mais ça va nous permettre en plus d'avoir plus de moyens. Parce que tout ce qu'on vient de se dire sur l'école, sur la formation, sur l'accompagnement, le mentorat, dans les quartiers, dans la ruralité, pour aller rechercher les jeunes qu'il faut remettre dans la vie professionnelle, ça nécessite beaucoup de moyens. Et c'est très important ce que Muriel Pénicaud, Jean-Michel Blanquer, poursuivi par Elisabeth Borne aujourd'hui, ont fait en début de législature sur l'apprentissage. Mais l'apprentissage, ça coûte de l'argent. On va avoir très vite, l'année prochaine, une demande de la part des chefs d'entreprise, en particulier des plus petits, pour continuer l'aide à l'apprentissage. Et il ne faut pas qu'on casse la dynamique. Ça coûte. Il faut qu'on réussisse d'aller au bout de la réforme professionnelle. De temps en temps, il faut qu'on secoue un peu les OPCO, les OPCA. C'est moi qui le dis, comme ça vous n'avez pas eu à le dire. Parce que ce n'est pas interdit, avec tout l'argent que ça brasse, qu'il soit un peu mieux réparti. C'est-à-dire qu'on n'arrose pas systématiquement là où c'est mouillé. Et quand on prend de la formation professionnelle aux petites entreprises, qu'on ne les donne pas qu'aux gros ensuite pour leurs salariés. Bref. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais ça aussi, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie, et ça coûte de l'argent également. Et puis, en matière d'école, il faut qu'on poursuive l'effort. Et après le dédoublement des CP dans les zones d'éducation prioritaire, il faudra probablement qu'on passe à la grande section de maternelle et au CE1, et qu'on le fasse aussi dans les milieux ruraux et éloignés. Je sais que Nathalie travaille beaucoup sur ces sujets-là. Et là aussi, ça coûte beaucoup d'argent, parce que c'est bien d'avoir remis l'école sur le bon chemin. Vous avez repris enfin la bonne direction. C'est-à-dire que les enseignants qu'on rencontre aujourd'hui nous disent « bon, c'est bien ». Mais ils nous disent aussi que ça ne suffit pas. Ils nous disent que sur les questions de rémunération, d'autorité, de formation des enseignants, on n'y est pas tout à fait encore, et ça aussi, ça nécessitera des moyens. Alors on a abandonné l'abominable concept des 5 C qui prévalait jusqu'à il y a peu de temps dans l'éducation nationale. C'est les 5 C de l'éducation nationale, c'est ce qu'on entendait le plus sur le terrain quand on était maire. On dit c'est con, mais c'est comme ça. C'est la règle des 5 C. Voilà. Et là, on s'est dit, ben voilà, on retrouve un peu d'ambition. Mais l'ambition, ça se fait aussi avec de l'argent. Et c'est pourquoi, quand vous êtes capable de réunir les objectifs de justice sociale en rémunérant mieux les salariés sur la base des rentabilités des entreprises, et qu'ainsi vous nourrissez de la croissance pour recréer de l'argent dans l'État pour pouvoir le mettre là où il y en a besoin, c'est utile. Mais surtout, moi je crois que si on est capable d'augmenter les rémunérations dans ce pays par un meilleur partage des richesses, ça va nous permettre de faire une chose, et c'est peut-être un peu provocateur ce que je vais vous dire, mais je le crois fondamentalement.
c'est que si on va tous vers une élévation générale des salaires, parce que chacun va aller chercher un 13e ou un 13e mois et demi dans toutes les entreprises qui font de la rentabilité, ça va nous permettre d'augmenter aussi les minima sociaux. Parce que moi, je ne crois pas qu'on puisse vivre aujourd'hui dignement dans ce pays avec 700 ou 800 euros par mois. Et que le bon niveau de minima sociaux, surtout si demain on devait réunir l'ensemble de ces minima pour les rendre plus simples et plus accessibles à tous nos concitoyens, il faudrait plutôt que la barre elle soit autour de 1 000 euros pour les plus nécessiteux. Alors si on le fait à l'envers, comme le proposent d'ailleurs un certain nombre de gens dans nos oppositions, où on fixe les minima sociaux à 1 000 euros sans augmenter le reste des salaires, ben on veut juste assister à un écrasement de l'échelle des salaires et on va recréer de l'injustice. Si en revanche on prend les choses par le bon bout et que demain on est capable de montrer à tous les salariés de ce pays que tout effort conduit à une augmentation salariale, ça permettra non seulement eux de les entraîner vers plus de reconnaissance, de justice sociale et d'envie de tirer le pays vers le haut, et tirant le pays vers le haut, ils tireront aussi ceux qui sont en bas de l'échelle pour les sortir de la situation dans laquelle ils sont, et ça aussi c'est l'égalité des chances. Merci beaucoup Patrick. Vous voyez qu'il est parfaitement dans l'esprit économique et social rhénan. Bravo pour cette belle démonstration. Bien, nous allons passer aux questions-réponses. Nous avons 20 minutes, nous sommes parfaitement dans les timings. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas favoriser les Alsaciens sur la prise de parole, même si on est quand même venu à 18 du Modem Alsace. 18 du Modem Alsace, hein, quand même, il faut le souligner, parce que c'est loin. Bien, on va prendre des questions. Alors, je vous préviens tout de suite, je suis souvent perchoir de l'Assemblée nationale. Quand c'est trop long, je coupe le micro. Alors, je n'ai pas apporté mon petit bouton pour couper le micro, mais faites-moi confiance, je trouverai un moyen. Alors, question courte, réponse, on prend 3 questions à la fois. À vous. Martine Le Gall, Modem Paris. Alors, j'espère que vous n'allez pas me couper le micro. Je suis une indignée, comme disait Ilana Sicurel, donc c'est en tant qu'indignée et poil à gratter que je vais prendre la parole. Alors, autour de cette table, j'ai envie de vous poser une seule question. Avez-vous déjà connu le chômage ? Très clair, très clair. J'ajoute juste la réponse pour... alors, oui, oui. Non, oui, et non. surtout à Madame j'ai envie aussi de la poser en particulier à Madame la haut-commissaire aux compétences. Il y a énormément de choses à dire sur ces sujets-là. On parle beaucoup, et je plaide sur ces sujets pour arrêter de mettre les gens dans des cases depuis très longtemps. J'entends avec recul, hein, on parle des jeunes, des moins jeunes, donc l'égalité des chances, ça peut toucher tout le monde à tout moment. Sur l'aspect compétence, j'aurais beaucoup de choses à redire parce que la formation, on a énormément d'organismes de formation et d'argent aussi derrière, parfois des lobbies, et se pose la question de former pourquoi, qui. Et puis, vous l'avez évoqué d'ailleurs, je ne sais plus qui d'entre vous aujourd'hui, il y a aussi des gens, j'ai écrit un bouquin, vous êtes trop qualifiés pour le poste, maintenant il a 10 ans, malheureusement il est encore tristement d'actualité. Et je pense que c'est toute la vision du marché du travail qu'il faut revoir et qu'on parle mieux quand on connaît le sujet et quand on a eu la chance de connaître le chômage. Et je peux d'autant plus en parler aujourd'hui que je travaille dans une association qui a vocation à faire évoluer la réglementation européenne, la réglementation financière européenne. Et je suis passée par le chômage, j'ose le dire, tout comme ce matin, Richard Ferrand a dit qu'il était fils de maçon, je suis aussi une fille de maçon. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Alors, on prend 3 questions et puis on répondra à nos intervenants répondront. Alors, le micro circule. Oui, allez-y. Alors il paraît qu'il faut que je fasse court. J'avais 3 questions. La première, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'égalité des chances, elle existe en France, parce que moi, je suis issu de l'immigration cambodgienne. J'ai échoué à l'école de la République. Par contre, j'ai fait une formation à l'AFPA pour être conducteur de travaux. Je suis dans les TP. Donc aujourd'hui, je suis directeur d'une PME qui travaille à Tours. Par contre, l'égalité des chances, moi, mes parents ont touché les allocations familiales. Ils les ont orientés vers l'éducation de leurs enfants. Aujourd'hui, remettre des aides, sans doute pour ceux qui sont en dessous du radar, comme le dit Patrick Mignolas, c'est bien. Par contre, c'est aussi enlever la responsabilité des parents de mieux orienter les aides qu'aujourd'hui on donne en France.
Ça, c'est une première question qui rejoint les petits déjeuners à l'école. Alors, c'est bien pour ceux qui sont en dessous du radar. Par contre, responsabilité des parents. Merci. Il faut peut-être remettre ça en cause. La deuxième, c'est au Alors, niveau très de rapidement sur les deux autres questions, parce que vous êtes conscient que vous avez... Après, je voulais poser une question sur l'apprentissage. Oui. Moi, j'ai 3 apprentis, apprentis ingénieurs. Aujourd'hui, on fait des contrats d'apprentissage pour être jury dans des écoles au CESI. Je vois bien que le niveau d'implication des PME ou des artisans sur l'apprentissage de leurs élèves est meilleur, je pense, que sur des gros groupes. Sauf qu'à la fin, quand ils sont diplômés, les gros groupes ont forcément plus de pouvoir d'attraction par rapport Et donc aux les avantages PME qu'ils ont. par rapport aux grands groupes, voilà. Quel est aujourd'hui le levier que peut avoir Très une bien. PME en disant je forme des gens et je peux les garder derrière. Merci beaucoup. Donc la différence entre PME et grandes entreprises. Après, je voulais poser une question à M. Miolas. OK pour monter les minima. salaires des gens, mais le problème c'est toujours pareil, c'est que vous montez le salaire des gens, aujourd'hui on se bat pour le pouvoir d'achat, vous augmentez aussi les prix. Donc on est dans une boucle un peu infernale. Parfait, c'est compris. Merci beaucoup. La troisième question, enfin, si je puis dire, troisième intervenant. Dominique Trojani, Rodez. Je voulais rebondir sur ce que disait Patrick Mignola, qui me paraît extrêmement important. La question donc du pouvoir d'achat des salariés, de l'intéressement, de la participation, de la rémunération du travail. Je pense qu'en plus de toutes les vertus que l'on peut trouver à ces aspects-là, il y a un autre point qui n'est pas sans intérêt également, c'est que ça peut nous permettre de gagner les élections. Merci. Alors, sur ces 3 premières interventions, on va faire un petit tour de table de ceux qui souhaitent prendre la parole parmi vous. On a été notamment interpellés sur la thématique des demandeurs d'emploi, vos expériences personnelles éventuellement, mais en tout cas, voilà, cette question importante. Qui veut la traiter ? Nathalie ? Je veux bien. Donc, à la question « Avez-vous déjà connu le chômage ?» La réponse est oui. Voilà, comme ça, c'est très clair. Je vais répondre à la question de monsieur sur la responsabilité des parents et donc sur les liens allocation, aide et responsabilité. En particulier sur le petit déjeuner gratuit à l'école, puisque vous m'avez sollicité sur ce point. Dans certaines communes, sur certains territoires, je peux vous dire que c'est absolument vital. Et donc là, on lutte très clairement contre la précarité alimentaire. Il n'empêche que ça n'est pas la seule vocation du dispositif. C'est aussi de l'éducation à la santé, l'éducation à l'alimentation. Et ce faisant, quand dès le plus jeune âge, encore une fois, on accompagne les enfants dans ce que c'est que bien petit déjeuner, bien manger, etc., on a quand même résolu déjà une bonne partie du problème. Enfin, sur le lien allocation, aide et responsabilité des familles, c'est un autre débat, c'est plutôt de la politique familiale, peut-être qu'on en parlera plus tard. Mais là encore, je crois qu'il ne faut pas faire l'amalgame, notamment entre ce que l'on peut donner en termes de politique sociale et d'allocation familiale. Ce sont 2 sujets bien distincts. Mais peut-être que votre question en ouvrait une 3e sur l'allocation de rentrée scolaire. Et là, c'est à nouveau un autre débat. Et la responsabilité des familles, oui, bien sûr qu'il faut aller les chercher, mais il ne faut pas non plus oublier que parfois, on a des enfants qui sont vraiment en situation de grande précarité. Et quoi qu'il arrive, il faut les aider. Merci. Alors, il y avait une question importante sur vous êtes trop employé, trop qualifié pour ce poste. On avait parlé du décalage et du sentiment de décalage entre les compétences et l'emploi occupé. Sylvie, est-ce que tu souhaites réagir à cela ? C'est une question très compliquée. Alors d'abord, à la question « Avez-vous été au chômage ?» Oui, également. Et effectivement, d'abord, j'ai été DRH 28 ans quand même de mon existence, donc je connais un petit peu aussi les sujets d'emploi, de surqualification. Bon, au passage, juste mon témoignage personnel, j'ai pris le premier poste de DRH qui s'offrait et je gagnais moins qu'avec les allocations chômage, parce que j'étais cadre, bon, quand même avec un certain niveau de salaire, et donc je l'ai pris quand même tout de suite en me disant il faut aller vite sur l'emploi, et bien m'en a pris, puisque quelques mois après, j'ai été chassée pour un poste de DRH d'un grand groupe qui est le groupe Honnête. Donc, au passage, c'est important aussi, hein, le retour à l'emploi, c'est pas forcément attendre trop. Bon, le sujet de la surqualification, il est complexe parce que c'est tout le sujet aussi des métiers, de leur évolution, de la formation. Il y a le lien avec la formation professionnelle, bien évidemment.
C'est la responsabilité aussi des entreprises que de savoir faire évoluer leurs salariés. Alors, de mon point de vue encore, et maintenant ça fait longtemps que je suis plus DRH, souvent pas assez pris en compte au niveau le plus stratégique. Moi, j'ai toujours travaillé avec l'économique. Donc, on ne peut pas concevoir, par exemple, la transition environnementale, la transition digitale, sans se demander qu'est-ce que ça va impliquer sur les emplois, les métiers, à plus ou moins long terme. C'est une réflexion qui manque souvent, au passage. Et donc, ça relève de ça, savoir faire évoluer les gens, les former, investir beaucoup sur la formation pour éviter qu'on soit, à un moment donné, jugé surqualifié ou avoir le ressenti d'être surqualifié. C'est vrai aussi. On a souvent parlé du burn-out, mais il y a aussi le bore-out, des gens qui s'ennuient au travail parce que voilà, c'est tout le sujet de la RH qui est très compliqué. Et je voulais juste aussi répondre sur les PME, les TPE, PME, sur l'apprentissage, c'est une question majeure. Il y a des gisements en plus de beaux parcours à faire dans les petites entreprises qu'on connaît moins bien. Et d'ailleurs, on parlait des jeunes tout à l'heure. Souvent, ils vont envoyer leur CV, ils vont s'adresser aux grands groupes qui sont visibles et qui connaissent. C'est beaucoup plus difficile pour les plus petites entreprises. Et je pense que pour aller garder après, c'est une vraie question. Il faut arriver à travailler sur, ça rejoint ce que tu disais Patrick, sur des dispositifs de rémunération avec de l'intéressement, de l'action gratuite. J'ai moi-même travaillé dans une start-up qui est maintenant aujourd'hui chez Thales, hein, c'était J'aime Plus, Gemalto, qui est aujourd'hui Thales. Et en fait, on n'était pas extrêmement bien rémunéré à l'embauche, mais il y a eu des plans d'action, d'octroi d'action gratuite. Ça, c'est voilà, les intéressés au développement de l'entreprise, ils vont faire sûrement de très beaux parcours. Et enfin, il faut raisonner parcours professionnel. On ne va plus faire toute sa vie dans la même entreprise. Merci. Karine, une réaction et après on passera la parole à Patrick pour les deux interpellations. Très rapidement, alors, moi j'ai connu la situation de beaucoup de jeunes diplômés de prendre un moment avant de rentrer dans le marché du travail. Et c'est ce que nos jeunes diplômés connaissaient déjà avant la crise et sans doute ce que la crise a renforcé. C'est différent d'une période de chômage quand on a déjà travaillé et qu'on se retrouve au chômage, mais c'est une période qui est une période aussi de très grande remise en question, d'avoir du mal à se projeter et se dire qu'on ne sait pas si on a une place, quoi. Et donc, voilà, ça c'est pour répondre à votre question. Je voudrais quand même dire que, en fait, heureusement que la capacité d'indignation et la capacité à agir ne dépend pas de l'expérience personnelle qu'on a acquise des situations d'injustice. Sinon, on risquerait d'avoir une société très fracturée et une chose politique et une chose publique finalement assez peu développée. Et donc je revendique le fait d'être haut commissaire aux compétences et de ne jamais avoir été au chômage. Et je revendique le fait d'être une indignée. Et fort heureusement que ceux qui ont été aussi dans l'inclusion portent une capacité à s'indigner et à agir pour les autres. Je crois que c'est même en réalité ce qui fonde un parti politique et un mouvement. Donc ça, mais vraiment, j'insiste là-dessus parce que je trouve que sinon, on bascule vite dans... Voilà. On a compris. Alors, il y avait beaucoup de questions, la question de la responsabilité des parents, la question de l'assistanat, la question de à quoi ça sert. Finalement, en toile de fond, dans ce que vous avez dit, est-ce qu'on ne fait pas de l'occupationnel? Parce que la formation, pour les vulnérables, à quoi ça sert, quoi. Et il y a un peu cette idée que tout ça, finalement, sert à occuper les gens, mais est-ce qu'on les emmène vraiment quelque part? D'abord, je voudrais dire une chose très importante, c'est que la formation ne crée pas l'emploi. La formation ne crée pas l'emploi. En revanche, le défaut de formation peut créer du chômage, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et ça, c'est très important. Et notre responsabilité à nous, et en tout cas la mienne, celle telle que je la conçois, c'est de faire en sorte qu'on construise des parcours professionnels pour des gens qui ont eu des accidents de vie, des jeunes et des moins jeunes, parfois d'ailleurs totalement involontaires, vers des métiers, vers des emplois qui existent et pour lesquels nous avons des besoins. Ça renvoie un peu à la question des métiers en tension. Je partage assez évidemment ce qu'a dit Patrick tout à l'heure. Il y a quand même un petit bout qu'il faut qu'on prenne nous sur. Il faut s'assurer qu'on oriente bien les gens qu'on forme vers les métiers, les emplois d'aujourd'hui et les métiers de demain. Donc évidemment, vers quoi on forme?
On forme vers les besoins des entreprises, vers les besoins publics, des associations aussi, éventuellement de la fonction publique. Et il y a beaucoup de besoins nouveaux. La crise a changé aussi peut-être une partie des chaînes de valeur ou a révélé des éléments. On a d'énormes besoins dans les métiers du numérique. On a des métiers, des emplois en tension, c'est-à-dire des entreprises qui, par milliers, par dizaines de milliers, qui cherchent des compétences dans le numérique. Dans l'industrie, dans le bâtiment, dans la construction, nos métiers sont en train d'évoluer à la faveur de la révolution, de la transformation numérique et de la transformation de la conversion écologique. On voit bien que la crise a aussi montré à quel point on avait des besoins dans le domaine du soin, de la santé, du service à la personne, les aides-soignantes, les auxiliaires de vie. On a un nouveau modèle de société à inventer et c'est vers tous ces métiers qu'il faut orienter. Et donc évidemment, je ne l'ai pas forcément développé parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on a une préoccupation qui est extrêmement forte, qui est de former ces personnes, jeunes ou moins jeunes, vers ces métiers d'avenir. Et c'est en soi un exercice permanent parce qu'en fait, l'autre question, c'est que on pensait avant qu'on avait un modèle à peu près clair, mais aujourd'hui, les transformations des métiers sont beaucoup plus rapides. Et donc, il faut garder une capacité à adapter les compétences quasiment en permanence. Et donc, on raisonne plutôt que de changer totalement des parcours de formation, ce qui met 10 ans, de pouvoir injecter par des logiques de modules de compétences, de briques de compétences, pour les salariés, enfin pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour les salariés, les besoins nouveaux des entreprises. Et c'est aussi ce qui permet de banaliser l'accès à la formation. On ne va pas se reformer complètement toute la vie, on va partir de ce qu'on sait déjà, valoriser ce qu'on sait déjà et compléter. Et moi, je crois encore une fois à cette société où en fait, on va continuer par briques à se former tout au long de la vie et que ça devienne cet acte un peu normal, courant. Et c'est ce qui permettra de répondre à ces nouveaux besoins. Merci beaucoup, Karine. Alors Patrick, en quelques mots, ta vision Renan de l'économie et du social a été largement approuvée et plébiscitée par les deux interventions. Est-ce que tu souhaitais réagir sur ce qui avait été posé, notamment sur la soutenabilité des modèles, augmentation des salaires? Non, rien de plus. Comme ça, on pourra prendre les dernières questions. Mais je dis juste à notre intervenant au fond de la salle qui peut devenir Premier ministre, puisque le dernier qui m'a appelé Mignolas dans l'hémicycle, c'était Jean Castex, en fait. Mais, bravo. Donc ne mettez pas de S à Mignola, parce que les députés du groupe en seraient malheureux si on était plusieurs, quoi. Voilà. Bon, sur ces paroles de sagesse. Alors, on va jouer au jeu des flash questions. J'ai négocié jusqu'à 12h45, donc on a le temps de prendre plusieurs questions. Si c'est des flash questions et des flash réponses, donc le principe des flash questions et flash réponses, c'est 1 minute. Alors, on va répartir le micro. Question flash, allez-y. Ben, je vais être rapide, donc on n'a pas le temps. Je vais poser la question au 6. Est-ce que vous connaissez déjà le dispositif, la promo 16-18 ? La quoi, pardon ? La promo 16-18. Est-ce que vous pouvez... Voilà. On a un oui. Donc, oui, la promo 16-18 qui vient d'être créée en 2020. Moi, je travaille à l'AFPA, donc ma spécialité, c'est l'insertion et l'accompagnement. Très bien. Et j'aimerais bien savoir, est-ce que vous connaissez la promo 16-18 ? Parce qu'il y a tellement de dispositifs que finalement, même les jeunes s'y perdent, et les professionnels aussi. Donc, je vous pose la question et j'aimerais bien une réponse de chacun et chacun. C'est la haut-commissaire qui va répondre. Merci. Alors, on va prendre 3 questions. Hein. Alors, une question là-bas. Je crois que monsieur lève là. Et madame, vous aurez la parole, ne vous inquiétez pas. Donc, deuxième là-bas. Pardon, allez-y madame. Vous êtes deux, donc madame, allez-y. Et puis après, ce sera... Bonjour, Christelle Esclangon, Val-de-Marne. Alors, je suis professeure des écoles. Je ne vais pas trop revenir sur l'école primaire parce que vous avez dit l'essentiel, si ce n'est que, effectivement, c'est une vraie réussite et vous pouvez en être très fiers et nous en sommes très contents dans les écoles. Mais ne pas oublier quand même de ne pas que vous occuper des écoles en REP+, enfin en zone d'éducation prioritaire. Moi, je suis élue municipale dans une ville comme Villejuif, je ne sais pas si vous connaissez, où il y a énormément d'écoles en zone prioritaire, mais il y a aussi des écoles qui sont juste à la limite et qui, mon Dieu, auraient besoin de ce dispositif plus. Donc, ne les oubliez pas. Très bien. Parce que souvent, on met beaucoup de moyens pour l'égalité des chances dans ces écoles-là, mais il y a aussi... la ministre qui vous répondra directement. Juste une petite chose, parce que moi, c'est vraiment très petite et très rapide. Très petite, très rapide. Simplement, au-delà de l'école élémentaire, je l'ai vécu, moi, avec mon dernier enfant, je trouve qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé pour l'égalité des chances, c'est le problème de l'orientation
au niveau du collège dans notre pays. Très C'est bien. une catastrophe. Très bien, on en parlera, c'est vrai. Une vrai, catastrophe. vrai Et il faut vraiment travailler là-dessus avec des systèmes de tutorat comme dans les grandes écoles des étudiants. On a bien compris la question. L'orientation collège, c'est vraiment très important. La troisième. Édouard Jacques, élu et chef d'entreprise du Nord Lorrain transfrontalier. Moi, je voulais parler de l'égalité des chances, mais dans le domaine de l'apprentissage des langues. Aujourd'hui, sur les territoires, quand on vit dans une métropole, on a plus de chances d'accéder à l'apprentissage des langues que lorsqu'on est dans un bassin industriel en difficulté ou lorsqu'on est en milieu rural ou dans un secteur en difficulté. Or, des avancées ont été faites, certes, on ne peut pas les nier, mais on est encore dans la politique des petits pas au regard de ce qui se passe à travers les pays d'Europe, notamment d'Europe du Nord, mais pas exclusivement d'Europe du Nord, parce qu'on peut regarder au Monténégro, la totalité de la population parle anglais. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est comme le numérique, une véritable fracture qui est en train de se passer, parce qu'on a le sentiment que ceux qui peuvent y accéder y accèdent encore plus, pendant que ceux qui n'y accèdent pas du tout ont les pires difficultés pour y accéder. Et je pense que là, il y a une véritable révolution à faire et plus seulement des évolutions. Merci beaucoup. Alors, 3 flash réponses. La première, c'est Nathalie sur la question des QPV. Sur la question des réseaux d'éducation prioritaire et du soutien que l'on apporte à nos élèves en éducation prioritaire. Alors, on fait beaucoup en éducation prioritaire parce que dans éducation prioritaire, il y a prioritaire, justement. Voilà, donc ça, quand même, c'est une chose. Je l'ai dit, on a dédoublé 100% des classes de CP, de CE1, on est à 74% des classes de grande section. En dehors de l'éducation prioritaire, sur les petites classes, on est en train progressivement d'atteindre le niveau de classe à 24 élèves maximum. Donc c'est une avancée. Enfin, sur les écoles que vous dites être en périphérie, à la frontière notamment du zonage de l'éducation prioritaire, je l'ai parfaitement vu ça en arrivant l'année dernière et justement on est en train de mener une expérimentation en ce sens sur 3 académies pour l'instant, Lille, Nantes et Aix-Marseille. Le zonage, c'est très bien, sauf que quand on est dans le zonage, on a 100% des moyens, quand on est à côté, on a 0. Voilà. Et donc ce que l'on est en train de faire, c'est que pour tout ce qui est autour, sur ces 3 académies, concrètement, on travaille à l'échelle de l'unité éducative, de l'école, du collège rural, même des lycées qui ne sont plus en éducation prioritaire. On travaille avec les équipes, on travaille avec les acteurs locaux, on regarde le projet, on regarde le besoin et en fonction, on donne des moyens. Ça s'appelle les contrats locaux d'accompagnement. Parfait, merci beaucoup. Karine, vous répondez à la première question qui avait été posée. Alors, je vais peut-être faire le lien sur 2 questions, mais très bien. Alors, je connais la promo 16-18, il se trouve que j'ai l'immense responsabilité de porter ce dispositif, qui est un des dispositifs du plan effectivement une solution. Le principe, c'est un des dispositifs qui accompagne l'obligation de formation des jeunes de 16 à 18 ans. Vous le savez sans doute, le Parlement a voté l'année dernière une obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans. Notre obligation de scolaire va jusqu'à 16 ans. La question, c'est qu'est-ce qui se passe après 16 ans. Alors, on n'a pas voulu prolonger l'obligation scolaire jusqu'à 18 ans, mais dire que finalement, l'obligation de formation, c'est une obligation qui pèse sur la puissance publique, sur la réponse que l'on apporte, qui consiste à apporter une réponse de formation à des jeunes au-delà de l'obligation scolaire, c'est-à-dire après 16 ans, pour ceux qui seraient en fait décrocheurs, sans avoir acquis un premier niveau de qualification. Et donc la promo 16-18 est un des dispositifs. C'est un dispositif qu'on a confié à l'AFPA, qui accueille donc des jeunes de 16 à 18 ans, décrocheurs scolaires, un cadre bienveillant, des tout petits groupes, enfin des tout petits effectifs, ils sont 10. Tout petits effectifs, un cadre bienveillant, un cadre dans lequel c'est un centre de formation qui accueille des adultes, où par ailleurs le formateur qui a l'habitude de parler à des adultes s'adresse à ces jeunes comme des adultes, donc ça change le regard aussi, la représentation, et donc qu'est-ce qu'ils font? De la découverte des métiers sur des plateaux techniques. Ils font de l'aide à la construction du projet, ils vont faire des immersions en entreprise, ça dure entre 3 et 4 mois. Et l'idée, c'est de les remettre sur des rails, leur refaire découvrir ce qu'ils auraient envie de faire pour aller soit vers l'apprentissage, soit en retour en formation initiale, parce que certains peuvent avoir envie de retourner en lycée professionnel, en formation professionnelle dans le cadre que je finance, enfin dans le cadre formation continue, faire un service civique, bref, se révéler. Donc c'est un cadre bienveillant, où on n'est pas jugé pour pouvoir respirer. C'est un sas de respiration pour se projeter. Merci. Et donc, la question, c'est aussi, ça peut être un débouché au collège. Alors, on a un sujet, peut-être j'aborde ce sujet. Au collège, absolument. Il y a un sujet collège qui est un sujet majeur, évidemment. On sait qu'on doit l'aborder. Ouais. Ça fait partie de ces sujets qui sont... qu'on ne va pas régler dans les 6 mois, mais qui sont un des sujets de la campagne et sur lequel il faut vraiment qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on s'attaque à ça. Aujourd'hui, on a mis cette rustine qui est formidable et je remercie l'ensemble des formateurs de l'AFPA qui accompagnent ces jeunes,
Mais il faut aller, effectivement, il va falloir s'attaquer un peu aux racines. Et la question du collège, vous avez raison. Merci de me donner l'occasion de le dire. C'est fondamental. Consensus sur ce sujet-là. Ilana répond à la question d'Édouard Jacques. Oui, alors merci de la question des langues. Alors une première réponse qui n'est pas vraiment une réponse mais une information, c'est que demain c'est la journée européenne des langues et lundi je serai en déplacement avec Jean-Michel Blanquer et Jean-Michel Blanquer va faire des annonces sur le plan langue. Donc je vous appelle le 27, je ne peux pas lui griller la priorité, mais c'est au cœur en tout cas de nos priorités et je vous invite donc à être à l'écoute le 27. Maintenant je voudrais vous répondre, il y a des moyens, et ça c'est très important, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue pédagogique. Et là je vais vous répondre justement comme députée européenne qui est en train d'assister, c'est ça que je veux partager avec vous, à l'apparition de l'Europe de l'éducation. L'Europe de l'éducation, c'est les meilleures pratiques. Vous avez, on le sait très bien, en Europe des gens qui sont bien meilleurs que nous pour la transmission des langues. Je pense par exemple au Danemark ou en Suède. Et donc ce qu'on est en train de, ce à quoi on est en train d'assister, de participer à travers les académies européennes des professeurs, j'ai pas eu le temps d'en parler, c'est un nouvel outil. C'est enfin, nous nous donnons les moyens des échanges de bonnes pratiques. Et demain dans nos écoles, oui, je rêve, mais c'est pas un rêve, c'est une réalité puisqu'il y a les moyens pour. Donc il y a cette dynamique et la France est vraiment fer de lance dans cette dynamique, non seulement de donner les moyens, mais aussi de changer les pratiques, de s'inspirer de ceux qui sont les meilleurs, notamment en langue, mais l'Irlande pour le numérique, l'Allemagne pour l'apprentissage, la Finlande pour tout ce qui est compétences psychosociales, ce qu'on appelle les soft skills. En fait, on est une puissance éducative européenne et on ne le sait pas encore, on fait. Et il est temps qu'on se donne les moyens. Et sur les langues, je vous suis et je conclurai en disant que moi, je vous tends la main pour que ce soit un de nos grands sujets de campagne et pour que tous les jeunes Français parlent mieux la langue, au moins deux langues, et se donner les moyens de changer nos pratiques, de questionner nos pratiques. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Merci et je crois qu'on est Ilana. en bonne voie. Merci beaucoup, Ilana. Les deux dernières questions, donc, madame. Alors, c'est vraiment des questions très courtes et des réponses très courtes. Merci de me donner la parole. Alors, je suis médecin dans un quartier prioritaire depuis 25 ans, entre le temps où j'ai remplacé l'ancien médecin. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je suis très contente que le MoDem parle de l'égalité des chances, parce que c'est un sujet primordial. C'est un sujet primordial et c'est dommage que certains journalistes, enfin d'autres partis, nous parlent de la théorie du remplacement ou je ne sais pas quoi. Enfin, donc, très bien. Alors, quelle est votre question sur ça? En tout cas, merci pour ce témoignage. Je voulais déjà dire que donner le petit déjeuner, c'est très important pour ces enfants parce qu'il y en a qui ne mangent pas le matin. Voilà. Merci beaucoup. La deuxième question, et ça va être très court parce que j'essaie d'aller très très vite, c'est pour la réforme des médecins. J'ai eu une remontée par des étudiants. Cette réforme, elle est très bien, mais il faudra améliorer des petites choses. Très bien. Si on peut annuler l'oral qui est dans cette réforme, ce serait très bien. Parce que des gens comme nous, qui venons de la diversité, nous ne sommes pas à l'aise au départ. Donc, on remarque que c'est les enfants de médecins qui sont pris et ce n'est pas normal. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Merci. Une dernière intervention là-bas. Alors, je vous rassure, parce que nos intervenants restent là, donc vous pourrez à table discuter avec eux. Dernière flash question. Non, j'ai négocié, vous ne t'inquiète pas, c'est sous contrôle. Flash question, rapidement. Bonjour, très rapidement. Elvire Thénault, je suis élue dans le Val d'Oise. Alors moi, je suis très étonnée parce qu'on parle d'égalité des chances, mais on n'a pas évoqué l'entrepreneuriat, qui pour moi, je considère que c'est une des solutions aussi pour réduire les inégalités. Donc du coup, je m'adresse à Patrick. Vous qui avez été dirigeant d'entreprise, n'est-ce pas une solution, n'est-ce pas un travail que l'on doit développer pour finalement réduire cette inégalité que l'on a au départ? Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, très rapidement, qui souhaite répondre? Patrick, un mot? Oui, bien sûr, il faut inciter à l'entrepreneuriat. Pour ça, il faut faire deux choses. Donner une culture d'entreprise, c'est-à-dire, on le disait à l'instant avec la haut-commissaire en aparté, on a besoin notamment de faire connaître la culture d'entreprise dès le collège. Et pas seulement avec une petite ouverture d'une semaine pour aller faire le stage de 3e. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut aussi protéger. Et je ne sais pas si vous avez regardé ce que le président de la République avait annoncé. Il y a un truc qu'on a un peu raté dans cette législature, c'est la promesse qui était de créer une assurance chômage quand on échouait dans le monde de l'entreprise. Or, le monde de l'entreprise, c'est un échec, parfois c'est des réussites, mais parfois c'est des échecs. Et l'échec, d'ailleurs,
permet ensuite de rebondir pourvu qu'on soit accompagné. Sauf que, en fait, on a voté la disposition, puis après, elle est passée dans les mains d'une administration qui l'a tellement sous-appliquée que ça a concerné 2000 personnes en France. Voilà. Donc, le président de la République a fait des annonces permettant d'ouvrir un droit à l'assurance chômage pour les entrepreneurs. De la même façon, l'incapacité à porter atteinte au patrimoine personnel des entrepreneurs, notamment indépendants, quand ils se montent, pouvoir travailler pour avoir des taux, notamment d'application de charges sur les accidents du travail, et permettre d'avoir un accès plus simple au crédit. En fait, c'est de la culture, et puis des solutions. Parce que, en fait, si à 25 ans on devient chef d'entreprise, on n'a pas envie d'être planté à 28 si jamais ça ne marchait pas. Bon, il est 12h45, on a tenu le timing. Je voudrais quand même vous remercier pour ces interventions et ces témoignages. Je voudrais dire en tant que législateur, pour conclure d'une phrase, que toutes ces lois servent si elles sont mises dans les faits et que le problème de l'égalité des chances, c'est le problème de la loi et aussi le problème de la réalité des faits et qu'on a tous, du coup, une responsabilité pour agir. Merci beaucoup pour cette table ronde passionnante.